Nous sommes très heureux de vous retrouver en cette journée du lundi qui inaugure une nouvelle semaine. Nous vous saluons dans la paix de notre Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Bonjour, shalom, assalamu alaikum. Vous qui nous écoutez à Lomé, à Neho, à Sokode, à Niamtougou, à Bassara, à Dapon, un peu partout dans le monde, nous vous saluons, tout comme les médias partenaires qui transportent nos voix jusque dans vos oreilles. Kokou Vitagwe Michel Tomega et Jérôme Dakoucha aux manettes techniques, pendant que j'enregistre l'arrivée au studio des confrères et invités. Ali Legrand du journal L'Audience, bonjour. Bonjour Sass, bonjour auditrices et auditeurs de la Belle Radio, bonjour chers invités. Merci d'avoir trahi le secret. Notre invité Covid-19, c'est le professeur Kalina Kaka, un psychologue qui va nous entretenir sur nos comportements, aussi bien des autorités que des individus et de la société togolaise. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Bonjour à tous et à toutes. Merci. Et le confrère, directeur de publication du journal La Nouvelle Opinion, président du Conseil national des patrons de presse, El Hadj Arimiao Chanyao, bonjour. Sass, bonjour. Bonjour aux fidèles auditrices et auditeurs de Canal FM. Merci. Nous attendons incessamment un quatrième invité, troisième confrère, pour que tout démarre. Mais déjà, nous pouvons partager avec vous la pensée du jour. En fait, c'est une vieille sagesse que nous connaissons en pays élevé, Kotokoli, Kabien, Moba, Naouda, qui dit que celui qui prend son temps va plus loin que celui qui se précipite. Encore une fois, celui qui prend son temps va plus loin que celui qui se précipite, c'est dit pour nous tous. En prélude à cette émission, nous voulions saluer une chère amie, fidèle et bienveillante auditrice. Qu'elle souffre que nous dévoilions son nom. C'est Madame Adiho Yawa Akpene Pis. Elle est directrice de patrimoine à la CET. Elle arrive au terme d'une belle carrière à la CET. Nous nous permettons de dévoiler son nom. Nous la portons vraiment dans notre cœur. Madame Akpene, joyeux anniversaire avec vous, avec cette pensée que vous aimez beaucoup et que je reprends pour vous. Le rire sincère est l'éloquence vraie. Il est plus efficace que la parole. Encore une fois, Madame Adigo qui aime dit que le rire sincère est l'éloquence vraie. Ce rire sincère est plus efficace que la parole. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Et comme Madame Adiho est très généreuse, je sais qu'elle partage son anniversaire avec toutes celles et ceux qui célèbrent un heureux événement aujourd'hui. Didier Assogba de Togo Breaking News, bonjour. Bonjour Sass, bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM. Merci, le plateau est complet. Et partageons d'abord l'agenda de cette semaine. Mais avant cela, nous voudrions que nous nous transportions au Gabon. Le Gabon qui abrite une importante colonie dans les villes comme Libreville, Port-Gentil et tous. Et nous saluons également la forte colonie gabonaise chez nous ici au Togo à l'occasion des 60 ans de l'accession de ce pays de l'Afrique centrale à l'indépendance. L'histoire politique retiendra, Arimiao Chanyao, l'histoire politique retiendra que 3 présidents se sont partagés les 60 ans de ce Gabon. Ça a commencé avec le père de l'indépendance, Léon Mba, puis il y a eu le long règne de Albert Bernard Bongo qui est devenu El Hadj Omar Bongo Ondiba. Et depuis quelques années, c'est son fils et héritier, Ali Bongo Ondimba. 3 présidents pour 60 ans d'indépendance du pays. Harry Miaou? Ouais, je crois que quand on se réfère à l'histoire de l'Afrique, on peut trouver ça un peu bizarre. Mais l'Afrique a connu des étapes que tous les Africains connaissent.
Nous avons connu les périodes après les indépendances, censurées ou actées par une dictature dans tous les pays. Et donc, juste après le père de l'indépendance, au Gabon, il y a eu Omar Bongo, que le monde entier a connu pour son long règne, et aujourd'hui son fils qui est président à l'ère démocratique. Donc c'est ce qui est le dessein pratiquement de tous les pays africains, et quand vous prenez le Gabon, vous prenez d'autres pays africains, vous verrez que c'est le même schéma, mais aujourd'hui il faut travailler et faire en sorte que la démocratie, que les peuples africains sont en train d'essayer ou de goûter, qu'elle s'ancre et s'installe davantage pour qu'il y ait de temps en temps des changements à la tête de chaque gouvernance de pays. Merci. Arimia, vous avez tout dit. La démocratie à laquelle s'essayent les pays africains, eh bien que cette démocratie s'ancre dans nos comportements individuels et collectifs. Maintenant, nous allons parcourir l'agenda de cette semaine. Nous commençons par vous, Ali Legrand. Je ne sais pas si vous avez des enfants en âge d'aller au collège, mais sûrement des petits frères, des cousins. Et vous savez que demain s'ouvre l'examen du baccalauréat première partie, le bac 1. Ah oui, ça c'est, disons d'abord, en tout cas, merci spécial à tous les acteurs de l'éducation, parce que malgré la pandémie, chacun a tenu les câbles à son niveau pour que l'année puisse vraiment aller à son terme dans les conditions souhaitées. Maintenant, au niveau des enfants, de nos frères et sœurs, il faut, c'est l'occasion de leur dire bon courage, de leur souhaiter tout le meilleur pour cet examen. Et effectivement, ça démarre demain. Mais dans quel état d'esprit il faudrait que chacun de nous puisse appeler ses enfants, en tout cas, parce que avec l'ouverture de la rentrée, la réouverture plutôt des classes pour ces enfants qui étaient en classe d'examen, nous avons connu ce feuilleton qui a quand même sali le Togo dans son ensemble, affaire de cet état familial scolaire. Et donc psychologiquement, certains sont beaucoup marqués par cette situation, mais vous savez, l'examen, ça se réussit plus du côté psychologique. C'est pas quand vous allez veiller, c'est pas quand vous allez bicher que ça marche, mais en tout cas, psychologiquement, tenez-vous bien et dites-vous que vous avez déjà réussi et ça marchera. Merci. Nous souhaitons bonne chance à toutes les candidates et candidats de cet examen qui s'ouvre demain, le baccalauréat première partie que nous appelons communément le bac 1. Chacun ici et ceux qui nous écoutent, chacun se rappelle avec émotion le jour où il est entré en salle d'examen pour le bac 1. Deuxième sujet à l'agenda de cette semaine, Didier Assogba. C'est mercredi 19 août que s'ouvrira finalement le procès que M. Fabrice Adjakli a intenté au confrère L'Alternative dans l'affaire de Petrol Gate. L'audience aurait dû avoir lieu quelques jours plus tôt, mais ce sera après-demain et on sent un certain mouvement aussi bien dans les médias qu'au sein de la société civile à 48 heures de l'ouverture de ce procès. Oui, ce n'est que de bonne guerre. Ce procès est très attendu d'ailleurs et qu'on aurait pu éviter, mais que des gens ont voulu forcément tenir et ce sera peut-être l'occasion pour la grande masse que nous constituons désormais, nous Togolais, nous citoyens togolais, nous de la grande majorité, donc laissés pour compte, de comprendre comment est-ce que durant plus de 12 ans, un secteur aussi stratégique et aussi important d'un État, d'une République, a pu être confié à une seule famille qui a mis en place des systèmes. Même si la famille parle de diffamation aujourd'hui, il n'en demeure pas moins vrai que depuis 12 ans, la famille Adjakli donc gère l'essentiel de ce qui concerne la commande et l'approvisionnement du pétrole au Togo dans le cadre du comité de suivi de fluctuation des prix des produits pétroliers. Donc, nous allons comprendre donc au cours du procès ou à l'issue du procès comment est-ce que cela a pu être possible et comment est-ce que cette famille a eu à gérer ce pan de la vie publique ces 12 dernières années. Et c'est peut-être l'occasion aussi de dévoiler tous ceux qui ont participé de près ou de loin, même si ce n'est pas la famille Adjakli,
les familles ou d'autres personnes qu'elle a favorisées dans la gestion de ce pan de notre économie. Et parce que tout le monde aujourd'hui, même nos vieux au village, pour voir, c'est le pétrole. Et donc le pétrole, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, chacun est touché aujourd'hui. C'est l'occasion, puisque l'État n'a pas pris ses responsabilités en dehors de l'audit qu'on a commandité. Et cet audit-là, d'ailleurs, de quoi on trouvait à redire sur la façon dont il a été commandité, parce que d'aucuns auraient souhaité que l'audit soit un audit externe, un audit peut-être indépendant, pour qu'il n'y ait pas encore ce qu'on connaît généralement dans ce genre de situation. Merci. Mercredi, Didier. nous allons comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses s'écrivent et se disent depuis des années sur le pétrole, surtout que depuis que le Congrès Alternative et d'autres médias ont sorti ce long article qui continue à défrayer la chronique. Eh bien, Tchaniaou, Arimiaou, nous souhaitons que les passions s'estompent, qu'avec toute la rigueur, cette affaire-là s'ouvre et qu'on voit qui fait quoi dans cette affaire de pétrole au Togo. Ouais, tout à fait. Bon, avant tout, moi, je voudrais dire que la presse, y compris moi-même, dans son ensemble, accompagne le confrère de l'alternative, puisque ce qu'il a fait comme boulot rentre dans le rôle régalien de ce que nous, journalistes, faisons quotidiennement. Maintenant, il y a eu un silence qui avait entouré le travail abattu par le confrère, parce que quelque part, ou sous d'autres cieux, quand on dénonce des situations comme celle-là, rapidement, il y a des gens qui se saisissent du dossier et qui essayent d'aller plus loin pour faire ce qu'ils doivent faire en matière de droit pour clarifier les populations. Aujourd'hui, pour moi, c'est un procès de David contre Goliath. Vous savez, quand vous parlez des Adjakli, c'est des gens hautement nantis, qui ont tous les moyens. C'est un procès qui permettra au peuple togolais de voir si oui ou non la justice togolaise travaille avec équité. C'est un procès qui permet également de jauger le degré de la démocratie au Togo, parce que il y a eu beaucoup de réformes dans beaucoup de secteurs, dont la réforme au niveau de la justice, et donc nous attendons tous de voir. Mais j'avoue que la presse, dans son ensemble, est du côté du confrère, et on observe, et comme vous l'avez dit, il faut que le droit, rien que le droit, soit dit, pour qu'on ne sente pas quelque part que c'est des gens, des crocodiles qui ont voulu, ou bien qui se sont décidés d'avaler le petit poisson. Merci. Comme je l'ai dit, beaucoup de journaux de tout secteur qui se portent aux côtés de l'alternative. Il y a également des syndicats, des organisations de la société civile qui se mobilisent. Eh bien, nous faisons confiance à la justice. Quand le procès va s'ouvrir, que toute la vérité soit dite. Cette affaire qui arrive pendant que le Togo se trouve au centre d'une grande polémique sur la corruption. Il y a quelques jours, c'était la Aplusia qui avait publié une étude que cet organe avait commandée, je crois, à l'INSED. Ce constat qui vient s'ajouter aux dénonciations d'associations nationales et internationales, et pourquoi pas les médias. Alors le sujet vous a inspiré, Ali Legrand, quand vous écrivez dans votre journal L'Audience une étude sur la corruption et le sous-développement, et vous demandez à ce que nous répondions sur la question pourquoi les Togolais refusent-ils de dénoncer les actes illégaux et illicites autour de nous? Oui, c'est le triste constat, et nous sommes tout heureux, en tout cas pour une institution comme la Plusia et l'INCID qui sont prononcés cette fois-ci. Parce que vous savez, il y a beaucoup de réformes, comme le confrère Tchaniaou vient de le dire, beaucoup de réformes, du moins en tout cas au point théorique, le Togo a les meilleurs tests, et au niveau même des institutions, d'aucuns nous félicitent, comme quoi nous avons de belles institutions, mais malheureusement, on constate que ce ne sont pas des institutions fortes la plupart du temps. Par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, en ce qui concerne les résultats de cette étude, nous nous sommes dit en tout cas, c'est un courage nécessaire et très important. Et aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se fait dans les secteurs en termes de corruption, tout ce qui est décelé et l'alerte, les lanceurs d'alerte que considèrent les médias, il faudrait que la justice puisse vraiment
saisi de l'occasion, en tout cas du moins les dossiers qui sont portés par devant nos tribunaux, que ce dossier soit vraiment travaillé de fond en comble, de sorte qu'on puisse comprendre que la justice togolaise n'est pas rien qu'aux mains du politique, en tout cas du pouvoir, du système politique en place, quel que soit le poids financier d'une des parties au procès, et que le dossier dont vous venez de parler, la famille Adjakli contre Alternative, que l'histoire du Togo et du monde entier puisse retenir que pour une fois, la justice a travaillé en toute impartialité sur un dossier aussi juteux qui ne peut ne pas impliquer des hauts perchés du pouvoir. Parce que vous savez, le dossier Petrolgate, le dossier Petrolgate, vous savez, c'est la famille Adjakli, certes, mais c'est un vaste réseau. C'est les gens que nous croyons, mais quand vous suivez un peu le confrère qui a révélé, un peu, qui a mis au grand jour cette affaire, il y a des gens, des hauts perchés tapis dans l'ombre qui sont dedans. Et qu'aujourd'hui, même si les institutions qui sont en place, que nous accusons à tort ou à raison, ont gardé ce silence-là, plus ou moins qui dérange, mais dès lors que le dossier est arrivé au niveau de la justice, je crois qu'on ne peut qu'être victime de sa propre multitude. Si la famille Adjakli arrive à aller au niveau de la justice, il va falloir prouver à cette famille que l'argent seul ne règle pas les choses et que dans une démocratie, les médias vaut mieux des fois que le pouvoir public. Vivement que le procès s'ouvre et qu'on voit quelle lumière la justice va nous aider à voir dans cette affaire. Oui, Didier, un complément? Oui, un complément, c'est sur le dossier corruption. Et moi, ce que j'ai à relever dans ce studio, c'est que généralement le Togo se dote des tests et c'est pas le problème du Togo, à mon sens, c'est pas le texte, c'est pas les tests, c'est l'application qu'on fait des tests et on en est encore à cette étape avec le classement sur la corruption où on se retrouve toujours au creux de la vague et on continue de s'enfoncer alors que à chaque fois nous disons nous améliorons le climat des affaires et à chaque classement, nous sommes au creux de la vague en ce qui concerne la corruption. Et on a mis en place une institution comme la Apulsia pour lutter contre ce phénomène. Mais qu'est-ce qu'on en a fait finalement? On a créé la Apulsia, ceux qui créaient la Apulsia ont tout fait pour opérer en même temps en enlevant tout le venin possible de la Apulsia et ont finalement transformé la Apulsia en une chambre ou à un secrétariat plutôt du procureur de la République où la Apulsia ne peut absolument rien faire. Un serpent sans venin, sans mordant. Les pays dans lesquels la lutte contre la corruption a marqué un grand pas, c'est des pays où les commissions comme les institutions du genre ont été dotées de pouvoir, de pouvoir d'indépendance réelle et ont usé de cette indépendance-là pour mettre fin à la lutte contre la corruption. Ils ont pris des gens, on a pris des ministres ailleurs, on a pris des hauts perchés, des généraux. Même au Nigeria dernièrement, le président même de l'institution de lutte contre la corruption a été arrêté pour corruption. Donc ça veut dire que même si vous êtes membre et que vous vous rendez coupable d'un fait de corruption, les tests sont tellement durs que si on vous prend, vous passez. Mais si on laisse la Apulsia comme ça, et comme elle est actuellement, et on met à la tête un juge qui ne peut absolument rien faire, moi je crains qu'on pourra compiler des classements sur des classements, des rapports sur des rapports. Mais pour le moment, c'est la justice elle-même qui a attendu au tournant de cette affaire-là de Fabrice Adjakli contre le journal L'Alternative. Mais nous en étions à l'agenda de la semaine. Je voudrais qu'on finisse de le décliner. Le troisième point de l'agenda, ce sera encore beaucoup d'émotions, de pleurs, de douleurs. Parce que la dépouille mortelle de l'ancien premier ministre Edem Kodjo rentrée au pays et les cérémonies d'inhumation auront lieu cette semaine. Mercredi, il y aura les offices religieux de messe veillée. Et puis jeudi, le premier ministre Edem Kodjo reposera éternellement dans la terre qu'il a vu naître et qui va l'accueillir à jamais. Arémiaou? Oui, je crois que Edem Kodjo, c'est une figure emblématique du Togo. Edem Kodjo a porté haut le nom du Togo hors de nos frontières par rapport à son parcours. Edem Kodjo a laissé beaucoup d'œuvres qui servent et continueront à servir l'humanité quand bien même il n'est plus des nôtres. Et le Togo, à mon avis, doit lui rendre tous les honneurs dus à son rang. Et je suis en train de voir si c'est en Ouépé qu'il sera inhumé chez lui. Je suis en train de voir le président de la République, tous les patrons de ce pays, pour honorer
cette figure emblématique non seulement du Togo, mais de toute l'Afrique. Et qu'il repose en paix et qu'il sache que les générations présentes et futures du Togo porteront à jamais haut son nom. Au même moment, j'avais voulu ouvrir une brèche sur le dossier de corruption et avant que vous parliez de Eden Kodjo, mais je crois que à plus il y a toutes les institutions qui ont été mises sur pied pour lutter contre la corruption dans notre pays. Je suis en train de sentir qu'on ne leur a pas donné l'arme pour leur combat. Et quand vous regardez un peu Lomé et les grandes villes de notre pays, vous savez qu'il y a des riches au Togo. Mais ce ne sont pas ces riches. Quand vous fouillez un peu, vous voyez que ce ne sont pas des commerçants, ce ne sont pas des hommes d'affaires. C'est des nantis, des commis de l'administration. Est-ce que pour attraper ou prendre dans les filets les gens qui plongent, qui prennent les deniers publics, est-ce qu'on a besoin de délateurs au Togo? Je me dis non. Vous êtes dans un quartier, des gens montent des châteaux. Vous tournez dans l'autre quartier, ce sont les mêmes. Ils ont jusqu'à 20 voitures, alors qu'ils n'en utilisent qu'une. On les voit. Les auxiliaires de la justice les voient. Ils achètent la gendarmerie, ils achètent des domaines. Vous allez vers Kévé. Vous voyez quelqu'un qui a 200 hectares, 300 hectares. Les gens prennent tout ça, vous les observez. Alors, n'est pas entrepreneur. Ils ne sont pas entrepreneurs, mais vous êtes là, vous dites ah plus il y a. Les gens n'ont pas la volonté de prendre dans les filets tous ceux qui saignent le pays. Vous les connaissez. À Lomé, il y a des gens qui ont jusqu'à 20 grosses maisons. Et quand vous regardez ça, on dit que ce sont eux. Vous tournez à gauche, on voit que ce ne sont pas des commerçants. Mais tous ces gens-là, il faut les écouter. Il faut savoir d'où est-ce qu'ils trouvent tout cet argent. Nous ne sommes pas jaloux. Mais dans d'autres pays, vous pensez qu'en France, quelqu'un peut avoir des châteaux dans toutes les villes sans qu'on aille voir ce qu'il fait concrètement? Quand on sait qu'il est un fonctionnaire, nous savons combien les fonctionnaires gagnent au Togo. Lorsqu'on aurait voulu ou qu'on aurait accepté de mettre la main sur tous ces gens-là, vous verrez qu'il y aura une discipline sociale. Les gens, quand ils veulent faire, ils vont quand même se dire, ah, il y a quelqu'un qui nous regarde. Le pays souffre. Vous allez dans les villages, les gens souffrent au quotidien. Alors qu'il y en a qui ont des milliards qui ne veulent pas mettre ça au service de la République. Merci. C'est important que nous soyons rassurés sur la façon dont nous sommes gérés, non seulement politiquement, mais également financièrement et économiquement, et surtout du côté de la justice. Et ça, c'est un dernier mot sur le sujet. On a toujours dit dans ce studio, la meilleure pédagogie possible, vous avez été enseignant, c'est l'exemple. Tant que le Togo ne veut pas, les autorités ne veulent pas servir un exemple républicain, je pense que ceux dont on parle ici, dans 20 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, nos enfants, nos petits-enfants vont toujours mener ce même débat. Vendredi, j'ai eu l'honneur de rencontrer une personnalité qui a fait carrière internationale au sein du système des Nations Unies, qui disait que aussi bien le Togo et l'Afrique, ce dont nous avons besoin se résume pour lui en 2 points. Un bon leadership et une bonne gouvernance, et nous avons des chances certaines de sortir de nos difficultés. On va quand même finir avec cette information portant toujours sur l'économie. Cette fois-ci, c'est l'OTR. L'OTR également qui rivalise d'ardeur dans les réformes. L'OTR qui a lancé une activité la semaine dernière dont vous parlez, Ali Legrand, quand l'audience écrit que l'OTR veut mieux faire dans la traçabilité de certains articles. Oui, c'est tout ce que nous disons tout à l'heure sur les autres sujets. Vous savez, la corruption, elle sera aussi, elle est vieille dès lors que, depuis que l'être humain existe. C'est-à-dire que, et ça ne finira pas tant que nous sommes là. Maintenant, quelles sont les armes? Quelles sont les armes vraiment pour pouvoir épailler cette situation? Quand vous prenez par exemple l'OTR qui est là, c'est les riches financiers de l'État qui sont réunis et ils sont dans cette lutte-là. Comment faire pour renflouer davantage les caisses de l'État? Et au niveau de la transparence, justement, comme je le disais, le mot ne peut pas m'échapper. La corruption revient toujours. Donc là, l'objectif, c'est d'arriver à faire en sorte que tout ce qui est importé, tout ce qui est commercialisé puisse être fait dans les règles de l'art, de sorte que il ne puisse pas avoir de dissimulation. Vous savez, il y a des choses même qui sont interdites, que l'autorité dit interdit à travers des décrets, des communiqués, mais qui malheureusement que nous trouvons sur le marché. Et quand vous fouillez un tout petit peu, malgré que l'information est difficile à avoir, c'est les mêmes personnes qui prennent ces décisions. Ce sont leurs femmes, leurs frères
ou eux-mêmes, à travers des entreprises interposées, qui mènent de telles activités. C'est pour cela que je dis que le dossier, en réalité, le combat au quotidien de tous les médias, en réalité, nous militons pour un monde plus meilleur. Et de la sorte, nous sommes très mal vus. Vous voyez un peu, même quand on relève aujourd'hui, avec toute la communication qui se fait, même autour de coronavirus, c'est les mêmes personnes qui s'empochent des dizaines de millions. Et que ça peut sentir sur cette réforme que l'OTR... Oui, justement, la réforme en ce sens, en fait. En généralité, bon, en fait, c'est pour dire que c'est aller dans le sens de la traçabilité, éviter le maximum possible de faux usages de fonds que les gens font dans ce pays. C'est un peu ça la réforme qui est en cours. Donc, votre article, un système automatisé de marquage contre le commerce illicite et la contrebande, l'OTR vaut mieux faire dans la traçabilité, mais Liberté se montre très pessimiste quand Liberté écrit plutôt marquage des produits au Togo par la SICPA. Liberté n'y voit que la mafia togolo-suisse. Dominique Strauss-Kahn mise en branle. Autre réforme, autre activité très chère à l'OTR et sur laquelle les journalistes se sont associés il y a quelques semaines, Arimion Tchaniaou, c'est ce que les médias ont révélé quand le CONAP s'associe avec l'OTR pour sensibiliser l'opinion publique à la problématique de payer les taxes foncières. Oui, bon, je voudrais dire que pour le marquage des produits, il faut d'abord commencer par là et jeter des fleurs à l'OTR parce que c'est une façon de protéger les consommateurs. Quand nous prenons, par exemple, les boissons, surtout les liqueurs que nous consommons, c'est du n'importe quoi. Quand vous allez dans des familles, il y a aujourd'hui des gens qui ont des maladies bizarres, qui sont dues rien qu'à la consommation de ces boissons, que pourtant nous prenons dans les grands shops, dans les supermarchés. Les gens passent par le Bénin, passent par le Nigeria. La dernière fois, on m'a dit que non loin d'Adetikope, il y a des gens qui se sont installés là-bas et qui font des boissons frélatées qu'on ramène dans la capitale Lomé ici et qu'on dispatche dans tout le pays. Si les populations togolaises peinent ou quand on leur demande de contribuer à la vie de la nation, on trouve que contribuer, ça fait de la peine. Quand on met de l'argent quelque part, c'est une peine pour tout citoyen. Maintenant, quand l'OTR pense à protéger, à donner une vie saine aux populations, je pense qu'il faut commencer par là, par les acclamer. Revenons maintenant au dossier que vous avez ouvert qui concerne le travail que le CONAP abat depuis quelques semaines avec l'OTR. C'est pour dire que c'est ensemble, journalistes et toute la population, que nous avons appelé les autorités togolaises à aller à la décentralisation. Et il y a un an, le Togo est passé par des élections locales où nous avons désormais des communes avec à leur tête des maires élus et des conseillers. Et les populations qui résident dans ces différentes mairies attendent le développement, puisque on nous a dit que lorsque on décentralise un pays, il y a forcément le développement qui intervient. Donc nous avons constaté que pour que les mairies puissent normalement fonctionner, il faut que les populations qui y résident soient sensibilisées à comprendre qu'il leur revient elles-mêmes de contribuer, puisqu'on nous appelle tous des contribuables, chacun dit je suis contribuable, je paye mes impôts, je fais ceci. Il faut que les gens comprennent les différentes taxes qui doivent être honorées pour permettre aux différentes communes de se développer. Quand vous allez en Allemagne, c'est un pays où la décentralisation est hautement respectée. Et quand nous regardons le Ghana, nous regardons d'autres pays, nous disons tel pays a été vraiment bien bâti, tel pays est bien construit. Quand vous allez dans les différentes communes, même en Côte d'Ivoire, vous vivez la même réalité. Donc tous ces pays, il faut que nous apprenions, nous allions nous tous à l'école de civisme fiscal pour que nous tous on comprenne que c'est comme des abeilles qui produisent du miel pour le consommer. C'est comme ça que nous devions ensemble contribuer. Et c'est ce travail justement que nous avons ouvert avec les techniciens de l'OTR pour amener d'abord les communes, les 13 communes de Lomé, du Grand Lomé et avec Agoué, pour que les populations du moins de la capitale
comprennent l'importance de contribuer à la vie de la nation à partir de cet axe-là. Nous avons presque fait 8 communes. Nous allons clôturer et voir comment, dans la mesure du possible, ensemble avec l'OTR, nous pourrons continuer ce projet-là jusqu'à l'intérieur du pays pour que toutes les populations du pays soient huilées et qu'elles comprennent la nécessité de contribuer. Je sais que c'est difficile à faire passer. Je pense que vous aurez quand même le temps d'inviter les techniciens de l'OTR pour qu'ils viennent expliquer davantage aux populations les différentes taxes auxquelles les populations sont appelées. Nous ferons notre travail de sensibilisation, ce que les populations comprennent le bien fondé du paiement des taxes foncières et le retour de l'ascenseur, c'est que et l'OTR et les maires nous rassurent également que nos ressources contribueront à effectuer des travaux, d'autant plus que c'est une question de proximité. Nous verrons combien on a pu collecter dans telle commune et ce que les responsables municipaux en ont fait. Maintenant, nous allons nous intéresser à notre ami, à notre invité qui nous écoute avec beaucoup de patience et sagesse. Professeur Kalina Kaka, rebonjour. Bonjour, monsieur Sass. Vous êtes professeur en psychologie, vous êtes déjà passé ici chez nous, ici au début de la pandémie, quand nous avions tellement peur. Maintenant, est-ce qu'on est un peu plus rassuré ou bien est-ce que la peur revient? C'est pour ça que nous avons souhaité que vous veniez éclairer nos lanternes. Commençons par les chiffres officiels tels que les autorités l'ont communiqué hier. Le Togo a enregistré hier donc un total de 1147 cas de contamination avec 27 décès. Heureusement, la bonne nouvelle c'est que nous avons 843 guéris et hier il y avait 277 cas qui étaient suivis. Ça c'est les chiffres. Et maintenant les comportements sociaux ici et là. Il y a ce que Liberté écrit à la page 3. Contamination des soignants à la COVID-19, menace d'une crise sanitaire plus profonde. Eh bien, professeur, donc les chiffres sont ce qu'ils sont, aussi bien les cas de contamination que des décès. Alors vous, en tant que comme professeur en psychologie, qu'est-ce que ça vous inspire pour notre société togolaise? Alors, merci, monsieur Tsass. Je voudrais aussi remercier tous les journalistes ici présents. Je vous ai beaucoup écouté sur des sujets d'actualité. Alors, vous avez dû comprendre que, comme ce n'est pas mon domaine, j'ai dû jouer le rôle d'observateur. Observateur sage. Oui, bien sûr. Mais attentif quand même. Oui, très attentif. Et c'est pour dire que ce sont les débats intéressants, des analyses qui permettent à notre société d'évoluer. Et pour dire aussi que vous, les journalistes, vous méritez d'être encouragés. Merci. Voilà. Merci. Alors donc, pour revenir à votre question, d'abord un petit rectificatif. Comme je suis universitaire, je ne suis pas encore professeur. C'est-à-dire que dans notre domaine là-bas, le professeur c'est un titre, c'est un grade. Donc je ne suis pas encore professeur, mais il n'en demeure pas moins que je suis enseignant-chercheur et spécialiste de la psychologie clinique de la santé. Merci. Alors, à propos de grade, vous en êtes où actuellement? Moi, je suis maître assistant. Si vous m'appelez docteur, ça me va largement. Merci beaucoup. Voilà, d'accord. Alors, ça me va largement. Ou bien si c'est M. Kalina aussi... je préfère docteur. D'accord, merci bien. Alors, effectivement, comme vous venez de le mentionner, nous constatons que les chiffres sont en train de grimper. Et une allure qui est quand même inquiétante. Parce que, ouais, nous sommes déjà à 27 personnes décédées et nous sommes à plus de 1147, nous sommes à 1147 personnes qui sont déclarées positives. Donc, ce sont des chiffres qui nous interpellent. Alors donc, est-ce que la peur a complètement disparu? Je n'oserais pas le dire. Certainement, chacun d'entre nous peut décrire ses émotions, ses sentiments, mais une chose est sûre, la peur persiste. Et maintenant, ce qui est beaucoup plus relevé, c'est beaucoup d'inquiétude, et le sentiment d'incertitude. Parce que nous nous posons la question, mais où allons-nous? De quoi sera fait demain? Quelle va être l'évolution de cette affection? Et je pense que ça nous interpelle fortement. Et chacun d'entre nous est interpellé, nous tous nous sommes interpellés.
Mais docteur Kalina, apparemment, tout le monde ne se sent pas interpellé parce qu'il nous revient avec récurrence de dénoncer certains comportements. Les gens qui ignorent royalement les mesures barrières, ils ne portent pas toujours les bavettes comme il le faut. Allez dans les marchés, vous verrez. Allez surtout dans les bars avec des gens qui se croiraient sur une autre terre. Alors vous, en tant que spécialiste de la psychologie humaine, comment pouvez-vous nous expliquer que les gens continuent à se comporter comme si de rien n'était? Alors donc, vos constats sont partagés. Je partage vos constats parce que, effectivement, les observations que nous faisons, que ce soit au sein de nos communautés ou bien en circulation sur le lieu de travail, il n'est pas rare de trouver des gens qui n'observent pas scrupuleusement et toujours les mesures barrières, globalement les mesures préventives contre cette affection. Alors, qu'est-ce que je vais dire? C'est vrai que on ne pourrait avoir une seule explication à tous ces comportements. Donc, il y a des gens qui continuent à nier l'existence de ce virus, qui pensent que cette maladie est une construction imaginaire. Mais je ne sais pas pour quelle raison. Alors, il y a d'autres qui sont de nature un peu négligents. Bon, enfin, il y a des gens qui, de nature, ne prennent pas au sérieux des choses. C'est lorsqu'ils sont acculés qu'ils se rendent compte qu'il faut prendre des précautions. Il y a ce groupe de personnes. Mais il y a d'autres personnes qui sont réellement sensibilisées à la chose, mais qui en sont réellement conscients, mais qui banalisent ces mesures parce que se disant que cela restreint un peu leur liberté, cela leur crée un inconfort psychologique. Il y a même des gens qui vont vous dire, voilà, que la bavette crée des problèmes. C'est vrai que si on analyse finement, il y a des gens qui ont des problèmes respiratoires et à qui cette bavette peut créer quand même un certain nombre de difficultés. Ce groupe-là, on peut comprendre. Mais il y a des gens, effectivement, qui banalisent beaucoup de choses parce que, bon, cela leur crée un inconfort. Voilà. Donc, ça pour dire que chacun peut avancer des raisons pour expliquer le comportement de l'un ou de l'autre, mais toujours est-il que chacun d'entre nous est interpellé pour que nous puissions franchement nous ressaisir. Merci, docteur. Il y a ce qu'on peut reprocher aux populations, mais intéressons-nous maintenant aux autorités. Quand, dans les autres pays, qui est-ce qu'on voit au devant de la lutte? C'est des chefs d'État, des premiers ministres et des ministres. Or, chez nous ici, vous qui venez nous sensibiliser sur les médias, c'est vous les médecins et très rarement les membres de la coordination nationale chargée de la riposte. Alors, ce qui amène certains à dire que le relâchement s'observe jusqu'au niveau de l'État. On dirait que les autorités politiques, soit elles se cachent, ou bien elles ne se sentent pas non plus publiquement concernées par la riposte. Alors, je ne sais pas si je partage votre constat, mais ce que je veux dire, c'est que personne n'a intérêt à relâcher. Personne n'a intérêt à relâcher, et que la coordination doit donner le ton. Doit toujours donner le ton. Et là, bon, si je suis venu aujourd'hui, c'est vrai que vous avez mis le vœu, ou bien vous avez voulu inviter un psychologue, mais je suis venu ici parce que les membres de la coordination ont voulu que je sois là. Donc, ça peut vous dire que même si nous ne voyons pas les premiers responsables de cette coordination, alors ils se sont organisés de sorte que un certain nombre de personnes ressources puissent relayer l'information sur les médias. Voilà un peu ce qui se fait. Donc, c'est ce qui fait que par semaine, il y a une répartition de passages de ces personnes ressources sur les médias, que ce soit télé ou radio, pour essayer de relayer l'information de la coordination. Pour autant, cela ne peut pas dédouaner ces premiers responsables qui doivent aussi se faire entendre. Merci, docteur. Mais il y a quand même le maire d'une localité qui veut sortir un peu de ce lot-là, ce qui lui vaut également des coups. C'est le maire de la commune Golf 5, notre cher ami Aboukak aussi, qui déjà plus d'une fois a circulé dans sa commune pour interpeller les tenanciers des bars indélicats, trop bruyants.
Il a menacé même d'enfermer certains. Je ne sais pas s'il est passé à l'heure dernièrement, mais là c'est le côté pour. Maintenant le côté contre, c'est le coup que cela lui vaut. La preuve, Liberté qui écrit coronavirus et abus du maire de Golfe 5 à Boka-Kossi ou le zèle outrancier d'un maire en mal de repère. Alors le cas à Boka ou de ces maires-là qui veulent se porter sur le terrain, est-ce qu'ils en font trop ou bien est-ce que M. Aboka est lâché par ces autres maires qui ne font rien de similaire dans leur juridiction? Alors, donc, je sais que les maires travaillent et chaque maire a ses stratégies. Peut-être que le problème se pose au niveau des stratégies. Sinon, j'ai l'occasion et tout le plaisir de partager des plateaux avec des maires, que ce soit des maires de la préfecture d'Agoye ou bien du Golfe. Donc c'est pour dire que les maires travaillent à leur manière. Maintenant, pour revenir au cas du maire M. Aboka, bon, peut-être que il n'a pas bien compris, mais je pense que ces actions doivent être encouragées. C'est-à-dire les maires ont ce devoir de protéger leur population et doivent prendre un certain nombre de mesures. Maintenant, il faudrait que la pédagogie accompagne ces mesures pour qu'il y ait moins de résistance. Alors, quand vous parlez des bars, vous comprenez que c'est un point sensible. Ouais, les gens aiment trop s'adonner au plaisir. Ouais, c'est vrai, dans l'explication que j'ai donnée, j'ai oublié le fait qu'il y a des gens qui, face au plaisir, ne se contrôlent pas davantage. Voilà, donc, lorsqu'on touche à ces loisirs, à tout ce qui procure le plaisir, le plus souvent, les gens ne partagent pas cette façon de faire, mais ce n'est pas l'occasion de lyncher le maire M. Aboka, mais nous devons l'encourager, et en même temps, si quelque part il y a de l'abus, pour qu'il puisse revoir un certain nombre de choses. Sinon, bon, nous sommes tous conscients que, alors en suivant de très près le message des responsables de la coordination, il est clair que les bars sont une source potentielle de contamination et que des mesures énergiques pourront être d'un jour à l'autre prises pour essayer de revoir un certain nombre de choses. Merci. Nous allons nous intéresser à une autre brigade sur le front de la riposte. C'est vos collègues médecins, oui, aussi bien les psychologues que les cliniciens. Alors, Togo Brikou nous écrivait ce matin que les médecins évoquent un risque de fermeture des hôpitaux. Alors, leurs plaintes nous arrivent de temps en temps. Soit ils n'ont pas les équipements adéquats, ou bien ils sont surmenés au boulot. Ils déplorent même que les encouragements clinquants également manquent. Et surtout, il y a des contaminations également dans le corps des médecins au front. Alors vous, comme médecin, ou bien comme psychologue, comment comprenez-vous un peu l'état d'esprit du personnel soignant aujourd'hui? Alors donc, avant de vous dire ce que je pense de leur état d'esprit, je voudrais leur rendre franchement hommage, parce que le travail qu'ils font, en fait, vous avez utilisé le mot front, si je ne me trompe pas. Ils sont réellement au front. Donc, nous comprenons par là que le travail est difficile. Et malgré le risque de contamination, ils font tout l'effort pour sauver la vie des Togolais et des Togolaises. Donc, pour moi, je pense que nous devons les soutenir. Nous devons leur apporter tout le soutien nécessaire et plaider pour que tous les moyens soient mis à leur disposition pour leur protection. Alors, donc, le médecin, ou bien, enfin, les agents de la santé, que ce soit le médecin, l'infirmier et même toutes les autres personnes qui sont impliquées dans la gestion de cette pandémie. Mais après, ce sont des êtres humains comme vous et moi, comme les journalistes qui sont là. Nécessairement, eux aussi, ils vivent de l'appréhension. Mais ils sont légitimement inquiets. Ils sont légitimement anxieux. Parce que non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leur entourage. Et par-dessus tout, comme vous l'avez dit, alors la gestion de cette pandémie nécessite des efforts supplémentaires et aussi des stratégies nouvelles. Et cela cause chez certains du stress. Et tout cela
peut aboutir à un épuisement professionnel et à bien d'autres choses. Donc c'est pour dire que le personnel soignant a besoin de notre soutien à tous. Et que les premiers responsables de ce pays, que les premiers responsables de la coordination fassent tout le nécessaire. Merci. Tout le nécessaire pour leur protection. Merci. Didier Assogba, vous écrivez cette dépêche-là que les médecins, le corps hospitalier qui évoque un risque de fermeture des hôpitaux. C'est vrai que des menaces arrivent de temps en temps. La semaine dernière, c'est une partie, ou bien le personnel du CHU Campus qui menaçait d'entrer en grève. Et finalement, c'est le Symphote qui hier appelait à la grève. Maintenant, c'est le Symphote maintenant qui sensibilise ses membres à la tempérance, mais jusqu'à quand? Oui, jusqu'à quand? C'est la question légitime et fondamentale à se poser dans la situation que nous traversions actuellement. Vous savez, on en avait parlé la dernière fois dans ce studio et on avait été, nos arguments, nos analyses avaient été étayées par un appel d'une infirmière, je crois, Immaculée, je pense, Madame Immaculée. Et c'est tout ce dont nous parlons tous les jours. C'est le manque de matériel de protection individuelle pour le personnel soignant, ou certaines fois quand ce matériel est disponible, les chefs services ou certaines personnes chargées justement de dispatcher ce matériel-là de protection individuelle aux médecins, aux infirmiers et à d'autres, aux corps assimilés, se permettent tout ce que nous savons également, la corruption partout. Et la dernière fois, le professeur qui était avec nous avait clairement dit qu'on avait vu des matériels destinés à la protection du personnel soignant se retrouver dans la ville et sur des personnes qui n'ont rien à voir avec les hôpitaux. Et donc, ce problème-là est aujourd'hui réel. Maintenant, comment est-ce qu'on gère entre le personnel, ceux qui sont réellement au front, ceux qui rencontrent les malades tous les jours, pas forcément les malades de coronavirus, mais les malades, ceux qui portent d'autres pathologies à l'hôpital et qui sont potentiellement porteurs du virus Covid-19, mais qui sont des porteurs sains peut-être. Ça aussi, ça existe et c'est là le danger de cette pandémie. Comment est-ce qu'on gère tous ces aspects? C'est cet appel-là qui est lancé entre les menaces d'aller en grève, que l'État trouve rapidement les moyens de gérer et d'entrer en négociation pour suspendre les mots d'ordre de grève, et entre la réalité sur le terrain, il va falloir réellement être pragmatique et doter nos hôpitaux de moyens encore plus conséquents et les personnels soignants de moyens encore plus conséquents, parce que là actuellement les agents de santé nous ont dit et nous disent que actuellement 5% du personnel soignant sont contaminés. Actuellement 5% du personnel soignant sont contaminés, et lorsqu'on va monter encore vers 10%, vers 15%, il n'y aura presque personne habilité à soigner les malades dans les hôpitaux. Et c'est ce qui amènerait à arriver involontaire des centres de soins. Personne n'a intérêt à ce qu'on en arrive là, et c'est pour ça que nous continuons, nous joignons notre voix à celle des personnels soignants pour appeler l'État à réellement doter nos soldats de front, parce que c'est de cela qu'il s'agit actuellement. Merci. Dans ce sens, il y a ce titre du journal Courrier de la République qui nous transporte à l'université de Lomé, toujours dans le cadre de la gestion de la crise universitaire à l'université de Lomé. Quand Courrier écrit, le président Doji Kokoroko et son staff assurent et rassurent étudiants et enseignants vont debout contre la Covid-19. Docteur Kalina, si tout le monde pouvait faire comme à l'université, et tous les responsables, et nous tous concernés, si chacun peut se dire que je suis un soldat contre cette Covid-19-là, on a des chances d'arrêter les contaminations. Oui, bien sûr, c'est l'occasion de saluer l'action de mon président. Vous parlez du président de l'université de Lomé, c'est vrai. Il y a une précision, je fais partie même du comité ad hoc, que la présidence de l'université, sous la houlette de son président, a mis en place déjà en mars, pour pouvoir non seulement œuvrer à l'arrêt, ou bien œuvrer à contenir la chaîne de transmission de ce virus sur le campus, mais aussi à appuyer les actions des pouvoirs publics. Voilà, donc effectivement, il y a pas mal de mesures qui sont prises pour protéger les étudiants et le personnel de l'université de Lomé.
Et sur ce plan, les autorités universitaires mettent le paquet et font tous les efforts et déploient tous les efforts nécessaires pour que nous soyons vraiment à l'abri de cette affection. Merci, Dr Kalina. Nous allons terminer notre débat par la politique. La situation sociopolitique ici au Togo avec cette interpellation du journal Le Télégramme du Togo qui écrit « Gouvernance au Togo, messieurs les présidents, à quand vos gouvernements ?» Parce que ce n'est pas une allégorie, mais le Togo a deux présidents. Un président investi et un autre président qui aime à s'autoproclamer et qui prend un peu des axes dans ce sens-là. Eh bien, le Télégramme du Togo écrit « Messieurs les présidents, avec ou sans guillemets, à quand la formation du gouvernement ?» Et Courrier de la République s'adresse à l'un de ces présidents, celui qui est investi. Quand Courrier écrit « Attente du prochain gouvernement, l'exaspération se généralise », écrit Courrier, qui se demande à quoi joue le tandem Faure-Gnassingbé, et Courrier qui continue, à quoi joue le tandem Faure-Classou, et Courrier continue que des grains de sable dans la mécanique de ce président investi. Quant à l'autre autoproclamé élu, il fait l'actualité à sa façon, et Togo Matin s'intéresse à lui et écrit « À la limite de la comédie, Agboyome Kodjo ou l'art de la politique spectacle ». Autre journal, c'est Togo Réveil qui écrit « Après le président de la plage, il y a quelques années, voici le président du champ de maïs ». Voilà, Didier Assoba, c'est quelques titres de journaux pour interpeller l'un ou l'autre président avec ou sans guillemets au Togo. Non, je pense fondamentalement que le président qui est investi a tous les moyens et je pense et tous les leviers possibles d'abord pour former son gouvernement et aussi pour régler ce qui paraît comme une crise post-électorale. C'est pas propre au Togo. Les contestations électorales, il y en a dans tous les pays et partout, même aux États-Unis d'Amérique. La contestation électorale a suivi le président Donald Trump jusqu'à il y a quelques jours. Je ne sais même pas si c'est fini, mais il s'est porté candidat à un deuxième mandat pendant qu'on conteste son premier mandat. Et donc, je pense que ça ne va pas être... Ce qui n'a jamais empêché Donald Trump de travailler, de gouverner, de former son gouvernement et réellement d'apporter des solutions aux problèmes et aux attentes des Américains. Et c'est ce à quoi j'appelle également notre président, le président qui est investi, l'autre aussi est de l'autre côté, mais le président investi, je pense que s'il ne travaille pas, on dit généralement que la nature a horreur du vide. Si Faure Gnassingbé refuse de travailler, je pense que le président qui s'autoproclame va travailler à sa place et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Il faut que le gouvernement, un État, qu'on sorte véritablement, si ce gouvernement est confirmé, qu'on nous dise publiquement que le gouvernement est confirmé et qu'on continue de travailler, mais au lieu de nous dire, entre-temps, c'est de la présidence qu'on apprend que à la fin de l'état d'urgence, il y aura un nouveau gouvernement. L'état d'urgence reconduit, qui en principe a expiré depuis hier, dimanche, évidemment, et nous n'avons aucune communication officielle portant fin de l'état d'urgence ou sa reconduction. Évidemment, dès lors qu'on est en présence d'un vide, dans tous les sens, vide en matière de communication, vide en matière même de la composition du gouvernement et de l'action gouvernementale, je pense que chacun des gens prendrait des libertés pour aller dans tous les sens. Et donc, il va falloir que le chef de l'État prenne ses responsabilités. S'il est à confirmer l'équipe Classou qui est là, qu'on confirme. S'il est à réformer un nouveau cabinet gouvernemental, qu'on compose et que l'État redémarre. Parce que vous êtes sans savoir que depuis fin décembre, le Togo est à l'arrêt. Parce que des gens, quand on dit qu'il y a l'élection présidentielle, ils ne sortent plus leurs sous, ils ne mènent aucune activité. Et d'autres attendent qu'après l'élection présidentielle, que le gouvernement soit formé, que les activités reprennent de façon normale et qu'ils voient clairement ce qu'il faut faire. Depuis décembre, le Togo est à l'arrêt. L'alternative écrivait, même si c'est en confidentiel, que le premier ministre Classou aurait remis sa démission. Et par indiscrétion, on apprend également que le premier ministre Classou aurait remis sa démission au chef de l'État depuis le 24 juillet. Mais il est toujours là avec ce constat que
il y a une certaine léthargie au sommet de l'État, avec Courrier qui parle carrément d'exaspération. Non, je crois que Courrier a raison, parce que là, les populations togolaises, d'ailleurs le monde entier, est exaspéré d'attendre. Parce que c'est quand même une première de voir que depuis février, nous sommes allés aux élections. Aujourd'hui, nous sommes en août. Et il y a des gens qui ont gagné cette élection. Nous avons investi tous. Non, c'est une seule personne qui a gagné. Oui, je sais. Okay. Je parle du système, de parti politique qui a gagné. On a investi le président et tout le monde est dans une attente. C'est ce qui se fait partout ailleurs. Quand on finit les élections présidentielles, on passe à l'investiture. Vous avez vu comment l'investiture a eu lieu. Il y avait la maladie, mais connaissant les tests, les gens sont allés vite faire l'investiture. Ce qui veut dire que s'il n'y avait pas eu élection présidentielle et que nous étions tombés en pleine crise, le Togo serait tombé dans un vide. La pagaille aujourd'hui serait de trop. Et Dieu aidant, nous avons pu aller aux élections peu avant que le mal mondial n'arrive dans le pays. Et si on garde ce silence, les gens veulent que nous soyons des charlatans dans ce pays. Tout le temps, nous avons dit qu'il y a un déficit de communication au niveau du gouvernement parce que la population ne peut pas comprendre. Même si nous disons que c'est à cause de l'état d'urgence qu'il n'y a pas eu le gouvernement, c'est nous qui le disons. Quel jour vous avez vu le Premier ministre sur des antennes vous dire que nous n'allons pas faire le gouvernement parce qu'il y a état d'urgence? Quel jour vous avez vu le porte-parole du gouvernement sortir pour dire aux populations que nous sommes en train de, ou bien les populations togolaises n'ont pas droit à savoir. On n'a pas le droit d'être informé. Je crois que c'est ça qui fait que le président, quelqu'un a bien dit, Agboueme doit être dans un champ quelque part. Enfin, sous une hutte. C'est lui qui dit. Non, je le dis, sous une hutte. Et quand il y a le vent qui souffle, il peut dormir et il peut délirer. Parce que vous avez vu comment on nomme des ambassadeurs. Quand vous regardez le cursus de ces gens-là, Dieu seul sait s'ils peuvent en être des modèles. Vous voyez comment on dit qu'on est en train de faire. Et celui qui est élu, connu de tous, c'est lui qui laisse, entre guillemets, le voyou faire ce qu'il fait. Parce que dans une république, celui qui est dans le champ aujourd'hui, il a occupé des postes fondamentaux dans ce pays. Il connaît comment la république fonctionne. Et s'il joue à ce jeu, c'est parce qu'on lui a laissé quelque part un boulevard. On va écouter Ali Legrand aussi sur le sujet politique, avec également une autre information. Jean-Pierre Fabre, le président de l'ANC, qui a reçu ses militants, ces militants à qui il s'est confié et que reprennent certains journaux. Togo Matin qui écrit: Jean-Pierre Fabre envoie un pic à la dynamique Kodjo. Et vous, Ali Legrand, votre journal L'Audien, vous écrivez que pour Jean-Pierre Fabre, Monseigneur Kodjo est un véritable problème. Oui, c'est tout ce que nous avons écouté en début du week-end, le samedi matin, quand le leader de l'ANC a reçu devant son domicile un groupe de militants qui étaient justement venus pour lui porter main forte, l'encourager dans sa politique. Et parce que, selon Jean-Pierre Fabre, ces jeunes estimaient que Jean-Pierre Fabre est dépassé par la situation successive en face, par ses collègues de l'opposition. De sorte que ces jeunes, les membres de ce groupe-là, se sont rendus au domicile de Jean-Pierre Fabre pour s'enquérir un peu des nouvelles. Et le leader de l'ANC les a fait comprendre que justement, il suit de près l'actualité et qu'il est tout simplement dans la tristesse, dans la mesure où certains ont pris en réalité ce que eux, ils font de sérieux comme étant de la pagaille et qu'aujourd'hui, le triste constat, c'est que la dynamique Monseigneur Kodjo, du nom de ce prélat, avec la candidature d'Agboueme Kodjo à la dernière élection présidentielle, ont mis au devant de la scène l'archevêque émérite de Lomé, qui dit du n'importe quoi, qui, selon Jean-Pierre Fabre, n'a aucun sens. Et vous savez, nous, notre titre est révélateur dans la mesure où on se demande quel opposant n'est pas problème pour des opposants au Togo. Pour dire en quelle sorte que, vous savez, au même moment, il y a quelques jours, un des lieutenants de Jean-Pierre Fabre sur les réseaux sociaux, qui carrément se prononce
se prononce le plus souvent maintenant à travers les réseaux sociaux, s'attaque carrément à Brigitte Adjamago et la dynamique monseigneur Kodjiro, comme quoi Adjamago ne sait pas retenir sa langue, elle raconte du n'importe quoi, au lieu de, au moment où l'ANC, ses militants sont là en train de réfléchir sérieusement, reprendre la lutte, à prendre l'interro par les cornes, que Dama Adjamago raconte du n'importe quoi. Dit, et vous savez que même de l'opposition, c'est la guéguerre. Ça ne va pas du tout, parce qu'entre-temps, la couronne de Jean-Pierre Farah a été arrachée par Tikpi Achadam, dont on n'a plus les nouvelles depuis quelques moments. Et vous savez, en ce moment aussi, il y a eu des pics qui ont été lancés partout. On a longuement écouté Éric Dupuis et Jean-Pierre Farah. Donc, pour dire que l'opposition même en elle n'est pas prête à faire un travail collégial, aller dans le sens qu'il ne cesse de raconter tambour battant, alternance, bonne gouvernance. Merci, les gens ne sont pas unis. Je suis obligé de vous arrêter là. Il est 12h passé 2 minutes. Nous allons souffler un peu et nous ouvrir sur les auditeurs. 93.5 Canal FM. Aujourd'hui, nous avons parlé des 60 ans de l'indépendance du Gabon. Nous avons fait des sujets d'ordre économique chez nous ici au Togo, l'OTR, la problématique de la lutte contre la corruption, le tribunal qui va accueillir notre ami Ferdinand à Haïti mercredi prochain, les obsèques de Edem Kodjo, la riposte à la pandémie, à la Covid-19 et également l'actualité sociopolitique au Togo. L'un ou l'autre sujet devrait vous intéresser. L'auditeur suivant, l'auditeur en ligne, bonjour. Allô, bonjour. Oui. Je salue le plateau. C'est Patrick Sizin à Kadiao. Tout à fait. Allez-y rapidement. J'apporte mon soutien aux médecins et à tout le corps qui s'investit dans, vous connaissez, dans la riposte à la maladie. Dans la riposte à la maladie, coronavirus. Donc, j'ai un souci. Donc, je dois aussi donner 18 sur 20 à M. Arimiao par rapport à ce qu'il a dit en ce qui concerne le procès de Goliath et de David. Je sais que Dieu sera aux côtés de David. Comme dans la Bible. Tout à fait. Parce que ces gens-là, ils ont de l'argent. Ils peuvent toutefois corrompre les juges. Et cela nous permettra, nous les Togolais et l'opinion nationale et internationale, de savoir si nos juges sont vraiment dignes de leur nom. Parce que si ce procès est biaisé, je vous assure, le peuple se levera. Non. Attendons que le procès s'ouvre. Nous verrons les juges à l'œuvre. Merci Patrick Sizi Nkadjaou d'avoir ouvert le bal. Le bal qui va être animé. Le suivant, bonjour. Alors, bonjour, chef. Oui. Comment allez-vous? C'est monsieur Karim depuis Spetaco dans mon taxi. Notre ami taximan. Ouais. Je félicite le gouvernement de tout ce qu'il fait pour le coronavirus. Avec tout ce qu'on voit chez les Blancs, là, avec chez nous, là, on est foutus. Oui. Donc, je donne bien à le gouvernement togolais. Bon, deuxième question. C'est sur les démissions des premiers ministres. Oui. Normalement, moi, je savais que c'est Plateau qui devait démissionner et ses enfants devaient le suivre. Voilà, le vieux même n'a pas le faire. Comment les enfants qui sont derrière pourraient le faire? Ils n'ont qu'à démissionner juste et on va nommer des jeunes qui vont travailler pour ce pays, quoi. Ils ont trop duré, ils n'ont qu'à dégager un peu. Je demande pardon, le chef de l'État. Alors Karim, il y a quand même beaucoup de jeunes dans l'équipe du Classo quand même, hein? Non, il n'y a pas de jeunes, je te jure. Il y a pas bon? Non, on est plein de gens. Ou bien vous ne connaissez pas le gouvernement du Togo? Non. Ok. On va pas faire de polémique là-dessus. Nous passons au auditeur suivant. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur Hakim. Oui, allez-y. En fait, moi, je voudrais intervenir sur le point de l'affaire Adjaki. Je souhaiterais que vous qui êtes nos lanternes, vous puissiez dire à nous qui sommes les citoyens que la justice peut aussi condamner votre confrère. Parce que lorsque les journalistes, la plupart disent que, bon voilà, on va voir si la justice est indépendante, on verra si, parce que il va falloir qu'on condamne la famille Adjaki. Moi, je suis un Togolais et je serais trop d'accord que si jamais les Adjaki sont condamnés, que l'argent leur revienne, que l'argent leur revienne dans les caisses de l'État pour qu'on puisse investir, mais seulement de grâce. Préparons aussi l'esprit des Togolais pour savoir que si on condamne
votre confrère. En tout cas, tout ce que nous souhaitons, c'est que la justice se montre juste, équitable et fasse jaillir toute la lumière dans l'affaire. C'est ça, merci beaucoup. Oui, merci. Oui, Didier. Nous, journalistes, avons peur à la place de notre confrère qui n'a pas non plus peur. Nous, notre travail, notre métier est codé et quand tu prends tous les gants possibles, tu respectes tous les critères possibles en rendant public un dossier aussi risqué parce que en traitant de ce sujet, notre collègue sait que s'il biaise ce dossier, il se met en difficulté. Et donc, quand tu lis, il n'y a rien à reprocher professionnellement à ce dossier. Donc, allons à la justice et nous n'avons pas peur. Que nos justes se montreront à la hauteur de leur charge. L'auditeur suivant, bonjour. Alors, bonjour, monsieur Sass. Oui. C'est monsieur Kassi de Sabado. Kassi de Sabado. Ok. Moi, je voudrais rebondir sur le dossier au tribunal. Moi, je parie que les juges vont dire le droit. Merci. Vous savez, les juges togolais, ils n'ont pas peur quand il s'agit de procès entre individus et individus, c'est-à-dire citoyens. Et quand il y a l'État togolais dedans, ils ne disent pas tellement. Je voudrais bien partager votre optimisme. Oui. Je voudrais tellement, sauf que. Ok, attendons l'ouverture du procès. Oui. Merci. Je vous en prie. Déjà un autre en ligne. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, c'est monsieur Michel. Michel. D'accord. Ok, allez-y. En fait, c'est un peu pour apporter, disons, ma contribution au débat sur la nomination du gouvernement. Oui. En fait, moi, je disais qu'au regard des 10 dernières années dans notre pays, la nomination du gouvernement n'est plus un événement. Pourquoi je dis ceci? C'est vrai qu'on s'interroge en tant que citoyen, ça fait l'objet de débat, mais au fond, il n'y aura rien de neuf. Au fait, c'est un peu comme un jeu de chaises musicales, n'est-ce pas? C'est-à-dire, sauf que dans le jeu de chaises musicales normal, on a une chaise en moins que le nombre de danseurs. Vous voyez? Et à chaque fois qu'on arrête la musique, il y a le danseur qui ne trouve pas de chaise, donc il est perdant jusqu'à ce qu'on ait un gagnant. Mais sauf que durant les 10 dernières années, on a les mêmes chaises et les mêmes danseurs. Et le nombre de chaises égale au nombre de danseurs. C'est-à-dire que quel que soit l'arrêt de la musique, tous les danseurs retrouveront une chaise. Sauf que c'est ici la position des chaises qui changera. Vous voyez un peu. C'est-à-dire avec les mêmes, on refera ce gouvernement, sauf qu'il va y avoir des changements, quelques nouveaux qu'on va récompenser pour leur contribution. Ok. Alors, ne serait-ce que pour la forme, qu'il y a quand même un nouveau gouvernement. Oui, enfin, comme je dis, en réalité, ce qu'on peut s'interroger, c'est de savoir est-ce que les règles sont respectées en la matière, est-ce que les textes permettent qu'on mette ce temps. Sinon, pour le fond, il n'y aura rien de neuf et rien quoi. Eh bien, attendons le prochain gouvernement quand il sera formé et nous verrons si vous avez raison ou tort, cher ami. L'auditeur suivant, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur? Oui, c'est monsieur Anas. Anas? Oui. Ok, allez-y. S'il vous plaît, je voudrais revenir seulement sur un petit point. Hier, mon enfant était revenu de l'école. Il m'a dit qu'il a vu, on a écrit groupe et il voulait pas mon pour appeler. Mais ce genre de publicité, est-ce qu'on ne peut pas les arrêter? C'est pas bien. Nos enfants reviennent voir sur les parcs, au bord des fils tricolores, vous allez voir, ils ont écrit groupe pénis avec des numéros et tout ça là, les existences, tout ça là, mais c'est pas bien pour nos enfants. Ok. Je vous rappelle que c'est la HAC qui a en charge la gestion de la publicité par affiche audiovisuel dans notre pays. Le suivant, bonjour. Oui, monsieur Sarri, bonjour. Oui. Oui, c'est Sylvain. Sylvain Ngbaï. Oui. Ok, allez-y. Et je voudrais poser une question au docteur parce qu'il y a un ami qui m'avait posé cette question l'autre fois. Il y a des conteneurs qu'on achemine vers le nord sur lesquels on a écrit corrosif. J'aimerais savoir comprendre le sens du mot corrosif. Des conteneurs? Oui. Sur lesquels c'est écrit quoi? Sur lesquels on a écrit, sur un autocollant collé dessus, et corrosif. Corrovis? Corrosif. Bon. Okay. Donc, et puis, peut-être, ils attendent que le président démocratiquement élu vienne gouverner à leur place. Ok. C'est deux questions. Et pour M. Abouka, ce monsieur aurait mieux fait d'aller à la brasserie, leur demander de limiter la pollution. Okay. Parce que c'est la brasserie qui alimente les bars.
Bon, docteur Kalina, des conteneurs qui sont acheminés vers le nord avec un nom, enfin, avec des autocollants là-dessus, vous êtes au courant? Non, je n'en ai aucune information. Merci. Bon, pour les autres, nous prenons plutôt l'auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Oui, c'est monsieur? C'est Mathieu. Mathieu. Oui. Ok. Je salue tout le staff là-bas. Oui. Et je voudrais intervenir sur 2 points. Le premier point, c'est à propos de la COVID-19. Dans notre sous-région, nous devons apprendre pour des pandémies de cette envergure à parler d'une seule voix. Quand le Togo prend ses dispositions, le Bénin fait les siennes, ainsi de suite, ça ne va pas permettre de trouver une solution à cette pandémie. Plutôt, il devrait avoir une vidéoconférence des chefs d'État ou bien des ministres de la Santé pour pouvoir ensemble trouver des solutions. Mais si le Togo prend ses dispositions, le Ghana, alors que les frontières sont poreuses, si tout à l'heure je vais me rendre au Ghana, c'est facile. La preuve, son Excellence M. Agouémé, il s'est rendu au Ghana très facilement. Ah, il vous a dit qu'il est au Ghana? Ah oui, il est au Ghana. Vous l'avez vu au Ghana? Mais il a traversé quand même les frontières de ce pays. C'est pour dire que si on cherche à résoudre nos problèmes nationaux, au lieu de chercher plutôt que dans la sous-région, bien toute l'Afrique s'unisse pour parler d'une seule voix, ça serait vain. Merci. Mais, Dr Kalina, je crois savoir que le Togo ne joue pas en solo contre le virus, c'est en association avec la CEDEAO, l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé, voire même avec l'OMS. Oui, bien sûr. Donc il y a quand même des lignes directrices communes au pays de la CEDEAO et de l'UMOA. Donc le leadership dans ce domaine est assuré par l'OMS. Et je pense que le Togo ne travaille pas en vase clos. Merci. Maintenant, par rapport aux frontières, c'est une réalité. Et je pense que, c'est une triste réalité. Les frontières terrestres ne sont pas encore ouvertes, mais nous sommes tous témoins que les gens vont et viennent tout le temps. Oui, l'auditeur en ligne, bonjour. Ouais, bonjour, monsieur Sass. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Komivi. Oui, allez-y. Je vous félicite pour tout ce que vous faites pour la nation. Je vous en prie. Ok. Le problème du Togo, c'est que nous avons de beaux tests, mais c'est l'application qui fait défaut. Ça, nous l'avons déjà beaucoup dit. Voilà. Donc, je vais vous donner encore quelques exemples. Vous connaissez la société Amina, non? Oui. Oui, de la zone franche. Imaginez que ça fait... les délégués du personnel sont en place depuis 19 ans. Or, ils sont élus pour 2 ans. Vous voyez un peu? Je vois. Et les autres travailleurs de la société, ils sont où? S'il vous plaît. Les délégués sont désignés par leurs camarades travailleurs. Ils sont élus. Oui, et les autres travailleurs, qu'est-ce qu'ils font pendant que les autres élus, les délégués sont là depuis 20 ans? Ils ont fait pour qu'ils organisent des élections, mais ça n'aboutit pas. Vous imaginez? J'essaie de voir. Mais vraiment, c'est tout le problème. Les gens de la société Amina souffrent. Ils souffrent pertinemment. Beaucoup. Merci. L'auditeur suivant? Allô, Sass, oui. Bonjour. Bonjour. C'est M. Koulani depuis Agoué. Ah, notre vieil ami. Oui. Je salue Arim Yaw, le président de CONAP. Il a dit quelque chose qui est intéressant en disant que les maisons poussent, les grosses maisons poussent de gauche à droite et que c'est des fonctionnaires. C'est vraiment ces fonctionnaires de l'ETR qu'il est en train de défendre. Aujourd'hui, je dis bien que CONAP ne devrait pas être porte-parole de l'OTR. Ou bien l'OTR crée ses services de communication, vous êtes des journalistes. L'OTR est là. Qu'est-ce qui amène l'OTR à demander à la population de payer telle taxe ou telle taxe? Vous allez chercher l'origine. Parce qu'aujourd'hui, nous ne connaissons pas notre patrimoine commun. C'est à partir de notre patrimoine commun que nous allons recenser. Et ce qui manque qu'on peut demander à la population, et c'est une taxe. Et à quel taux? Maintenant, vous les accompagnez, sachant bien que l'OTR, il ne peut que copier ce qui est, exemple, le métropole. Le métropole n'a pas de richesse, il n'a pas de patrimoine comme nous avons. Mais il faut évaluer ce que nous avons d'abord avant de justifier si c'est vrai que l'OTR doit taxer ceci, ne pas taxer. Et à quel taux il faut le taxer? Maintenant, si notre CONAP, qui doit prendre quelque chose dans l'obscurité pour la mettre dans la lumière, devient béquille de l'OTR, je ne pense pas que ce n'est pas le journalisme finalement. C'est la communication pour l'OTR.
Merci pour votre chef. Je vous en prie. Tchaniao, vous voulez lui répondre à lui? Je vais lui répondre. Il faut que cet auditeur comprenne que, avant que nous soyons journalistes, nous sommes citoyens. Ce n'est pas parce que nous sommes journalistes que si dans le pays il s'installe de l'incivisme, nous n'allons pas jouer le rôle d'interpeller les populations. Ce que nous faisons avec l'auteur, ce n'est pas qu'on est en train de demander aux gens amenez l'argent, amenez l'argent. C'est un travail citoyen que nous sommes en train de faire. Je l'ai dit tantôt que c'est pour faire comprendre aux populations qu'en réalité, ce sont elles-mêmes qui doivent contribuer à développer le pays et non d'ailleurs que les moyens doivent venir. C'est ce que j'ai dit. Et j'ai dit que quand on dit contribuable, ça a tout un sens. Et si les gens pensent que le journalisme ne doit pas faire partie de la dynamique qui appelle les populations à prendre conscience sur un fait, ils se sont trompés. Notre rôle en tant que journaliste, c'est de former, d'informer, de sensibiliser, d'éduquer. Et je crois que nous sommes dans les 4 thématiques qui engagent notre métier. Merci. Et nous ne sommes pas déviés. Nous allons recevoir le dernier auditeur. Nous faisons le point. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Oui. Oui, je salue le plateau. Je voudrais intervenir d'abord sur le sujet Adjaclé. Oui. Bon, dans ce procès-là, je pense que le procès-là, est-ce qu'il y aura procès le mercredi ou bien, je pense qu'ils vont reporter ça. Okay. Si ce procès-là aura lieu, c'est Ferdinand qui va gagner. Okay. Mais si M. Adjaclé gagne, je pense que le RPT continue dans son style. Sinon, si on gagne M. Adjaclé, il faut comprendre que M. Adjaclé n'est pas du RPT. Le procès n'est pas encore ouvert et puis vous entrevoyez déjà la fin. On connaît le système. C'est-à-dire tu ne peux pas être du RPT et aller à la justice et cette justice-là va se Vous êtes en retard sur les événements. Le RPT est dissous depuis de longues années. C'est la même chose. C'est le même temps, même maire. Ok. Votre second point. Second point, c'est il ne faut pas que les gens se focalisent que Jean-Pierre Favre et Agboume ou bien Sosa. Le disque là, c'est rayé. Ce disque qui existe maintenant, c'est le peuple devant un régime de bientôt 60 ans. C'est ça qu'on est en train de lutter. On ne lutte pas ça. Jean-Pierre Favre n'a rien en fait dans ce dossier. Il ne faut pas se mêler dans ça. C'est-à-dire, le leader aujourd'hui, c'est M. Agboume. Un point bas. Merci. C'est vous qui mettez la barre. Merci. Eh bien, chers amis, vous avez chacun 90 secondes pour réagir sur une intervention d'un auditeur qui retient votre attention. Didier Assogba. Sur 2 interventions, d'abord pour la formation du gouvernement, moi je ne vais pas faire des procès d'intention, mais ce que nous savons et ce que nous disons, c'est que 6 mois après l'élection présidentielle, sans gouvernement, ça fait trop. Si Fornia Singbe nous écoute, ou que ses lieutenants ou ses collaborateurs nous écoutent, il faut véritablement commencer par réellement mettre les choses en place pour remettre le pays sur les rails et pour sortir, peut-être mettre fin. J'avais déjà dit d'ailleurs qu'ils ont les moyens de régler la crise post-électorale. On a entendu dire, c'est pas toujours confirmé, que le G5 a voulu les aider à régler ce problème aussi. Je ne sais pas où est-ce que ce point en est. Et donc, il faut former le gouvernement et dès qu'on aura les interlocuteurs valables, des petits problèmes seront réglés. Et en ce qui concerne l'opposition, Jean-Pierre Fabre ou Agboume, moi je ne sais pas si c'est réellement le problème aujourd'hui, parce que entre-temps c'était Gilles-Christ Olympio qu'on opposait à Agbouibo. Agbouibo n'est plus là, Gilles-Christ Olympio n'est presque plus sur la scène actuellement. Aujourd'hui, est-ce que les gens veulent continuer à s'autodétruire pendant qu'on dit qu'on cherche la même chose? J'avais dit lundi dernier dans ce studio qu'on a l'impression qu'aucun opposant au Togo ne veut avoir le pouvoir. Et c'est ce qui est en train de se confirmer. Merci, ce qu'on a confirmé. Arimian Tchaniao, 90 secondes. Non, bon, sauf que je voulais juste rappeler encore à ceux qui pensent que si le Conseil national des patrons de presse s'est associé avec l'auteur pour sensibiliser les populations, c'est dévié. Je crois que ce n'est pas dévié. Nous sommes dans notre rôle régalien et ce que nous sommes en train de faire, c'est un acte patriotique, citoyen, qui permet à notre pays de se développer. Et quand le développement intervient, y compris celui qui a appelé pour dire tout ce qu'il a raconté tout à l'heure, y compris ceux-là qui n'ont rien dit à propos, c'est nous tous qui en bénéficions. Et quand on dit qu'un pays se développe, je crois que
ça passe toujours et toujours par tout ce qui fait recette dans le pays. Et c'est à cela que nous sommes en train de travailler. Merci de faire court, Ali Legrand. Oui, moi je reviens sur le sujet et la formation du gouvernement qui traîne, justement pour dire que, vous savez, quand on parle de corruption et des actes qui ne sont pas normaux, qui se posent au jour le jour, le sommet de l'État est entre guillemets pourri. Parce que lorsque vous êtes le capitaine et que vous faites des choses qui ne vous ressemblent pas, et que malgré les alertes que lancent les journalistes que nous sommes, même si nos concitoyens, certains nous accusent à tort et à raison, de toutes les façons, pour une élection qui a eu lieu plus de 8 mois, pratiquement 8 mois après, et qu'il n'y a pas eu de formation du gouvernement, tout porte à croire. Vous donnez raison à ceux-là qui pensent que vous n'avez pas réellement gagné les élections, que en réalité, vous n'êtes pas aussi fiers de ce que vous avez fait entre-temps. Et qu'aujourd'hui, il faut que Faure Gnassingbé vraiment puisse réagir et former le gouvernement. Mais s'il a confirmé, même celui-là qui est là, même s'il est le meilleur des meilleurs pour Faure Gnassingbé, je parle du premier ministre Lamklassou, qu'on puisse quand même dire qu'il est confirmé, ou bien que toute l'équipe gouvernementale est confirmée. Maintenant, au niveau de la corruption, comme on le disait, par rapport à l'enquête qui a été menée par la Plusia, qui malheureusement n'a pas toutes les armes vraiment pour faire ce qu'il faut faire. Je crois que la plupart des Togolais aujourd'hui, sinon selon le rapport, 97% des Togolais qui sont témoins des cas de corruption, qui en sont même victimes, sont réticents d'en parler, dans la mesure où il y a certains qui estiment que, il y a beaucoup plutôt qui estiment que le marché de l'emploi étant serré, le peu de postes qu'ils ont, ils ne vont pas le perdre, les gens sont menacés, et tout cela aussi est lié au côté politique. C'est le gros sommet de l'État qui ne font pas les choses dans les normes. 10 secondes, Dr Kalina, l'auditeur qui a appelé pour dire que des bandes adhésives seraient collées sur des conteneurs. Si c'est corrosif ou bien corrosif, ça veut dire seulement que ce sont des conteneurs qui contiennent des matières dangereuses. Oui. Hein? Ça, c'est le sens de vocabulaire. Maintenant, pour ce qui est de la problématique, les auditeurs ne sont pas revenus sur la problématique, alors que le virus est toujours là. Et avec notre désinvolture et les relâchements, nous risquons de connaître un chaos. Oui, effectivement. Nous ne cesserons jamais de le rappeler. Nous allons toujours insister sur le fait que coronavirus ou bien Covid-19 continue à faire son chemin au Togo et dans toutes nos communautés. Et que pour cela, nous sommes tous interpellés. D'abord individuellement, parce que la lutte est d'abord individuelle. C'est nous qui décidons d'appliquer ou de ne pas appliquer les mesures préventives. Et ensuite, collectivement, nous devons faire en sorte que non seulement nos actions nous permettent de nous protéger, mais aussi protéger les autres. Donc, c'est pour dire que la riposte est à la fois individuelle et collective. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont beaucoup à redire par rapport à ce qui se fait au niveau de la coordination nationale, au niveau du gouvernement, mais nous ne devons pas oublier notre responsabilité individuelle. Et pour moi, il est important d'insister sur le fait que si individuellement nous prenions des mesures, cela va impacter l'ensemble. Merci, docteur. Vous avez la parole, donc vous la gardez pour votre carton vert, carton jaune, carton rouge à quelqu'un, personne physique ou morale, d'ici ou d'ailleurs. Non, mais si j'ai un carton vert, c'est pour le président de l'Université de Lomé, qui se bat et qui a entrepris beaucoup d'actions pour nous mettre tous à l'abri de cette affection. Merci. Kokoroko qui doit mettre ce carton vert dans une vitrine, parce que c'est pas toujours la couleur qui lui est brandie. Didier Assogba. Je vais donner un carton vert à M. Faure Gnassingbé pour tout le courage qu'il a eu de mettre le Togo et les Togolais dans le suspense jusqu'à ce jour. Maintenant, carton vert, il faut qu'il forme un gouvernement pour sortir le pays de l'attente qui n'a que trop duré. Carton vert au président de la République, maintenant qu'il nous donne le gouvernement. Je décèle beaucoup d'ironie derrière ce carton. Ali Legrand? Non, moi juste un carton jaune pour dire aux autorités qu'il est temps quand même que les feux tricolores dans les différentes artères de la capitale de Lomé puissent être rétablis. Vous savez que si vous avez fait un tour dans plusieurs endroits... Non, le carton ne se commente pas. Le carton jaune, pour les Américains en tout cas, a réagi à réinstaller les feux de la ville de Merci. Arignan Tchanyao. Carton vert à l'auteur tout naturellement, qui a lancé le marquage des produits pour sauver
le consommateur togolais de tout ce qu'il souffre par rapport aux produits frelatés depuis toujours. Merci. Un carton vraiment de générosité amicale à la dame Adiro Sakpene pour son anniversaire. Également carton de fraternité pour mes parents, mes frères, mes sœurs de Hautoué qui se sont encore réunis hier pour continuer à réfléchir sur l'organisation et le développement de notre canton. Ce sera long le chemin, mais nous y parviendrons. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain mardi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien. Mais d'ici là, tous les jours, célébrons la vie.